Chapitre 1. Introduction. La guerre d'Autodix est une peinture qui a été peinte entre 1929 et 1932. Le panneau central mesure 204 sur 204 cm. Pour les panneaux latéraux, il mesure 204 sur 102 cm. Et pour la prédelle, le panneau de bas, il mesure 60 cm sur 204 cm. Cette œuvre est nommée un triptyque, c'est-à-dire qu'elle se compose au moins de 3 parties. Là, vous voyez, cette œuvre a 4 parties, comme par hasard. Il s'agit d'une peinture à l'huile réalisée sur des panneaux de bois. Elle est actuellement visible à la galerie en Allemagne. Le peintre a utilisé la technique ancestrale de la tempéra, également souvent utilisée pour les tableaux religieux. Le peintre Autodix est allemand. Il est né en 1891 et meurt en 1969 à Singen. Tu peux partir avec la clé. C'est bon, j'arrête, c'est bon, t'inquiète. Je reprends. Il est né en 1891 et meurt en 1969 à Singen. L'année suivante, il reçoit une formation de mitrailleur et participe à de nombreuses campagnes en France, en Flandre, en Pologne ou en Russie jusqu'à l'automne 1918. La fin de la guerre. Pendant ces 4 ans d'exercice de fou, il réalise des gouaches de petit format, des dessins pris sur le vif, des centaines. Excusez-moi. Comme tous ses condisciples, Autodix a fait l'expérience avec la Première Guerre mondiale, des limites de la peinture. Mais loin de renoncer, il s'est fait le témoin de ce moment indescriptible. Le produit le plus abouti de cette volonté est la série de 50 gravures sur la guerre, publiée en 1924. Après la prise du pouvoir par les nazis en 1933, Autodix est l'un des premiers professeurs d'art à être renvoyé. Persécuté qu'il est en tant que bolchevique de la culture selon les nationaux socialistes, ses œuvres sont dites dégénérées par les nazis. 170 d'entre elles sont retirées des musées et une partie est brûlée. D'autres sont exposées lors de l'exposition nazie Art dégénéré. En 1938, Autodix est arrêté et enfermé pendant 2 semaines par la Gestapo. Durant ces temps difficiles, il peint une représentation de Saint Christophe à la demande de la brasserie de Kostritz dans le style des grands maîtres. Il participe par obligation à la Seconde Guerre mondiale. Il sert sur le front occidental en 1944 et 1945. Il est fait prisonnier en Alsace par les Français. Chapitre 2. Analyse de l'œuvre. Nous allons parler maintenant de la description. La description de son œuvre. On peut observer une histoire dans le temps au cours des panneaux, c'est-à-dire, pour le panneau de gauche, ça serait le matin où les soldats montent en front. Pour le panneau central, ça serait la journée pendant la bataille. Et pour la panneau de droite, le soir après la bataille. Et pour la prédelle, ça serait la nuit où il y a la mort. Genre, quand tous les soldats sont morts, bah, ils viennent dans ce cercueil. Ensemble, ils racontent une histoire. Nous allons parler maintenant des couleurs. Dans cette œuvre, Autodix utilise principalement le gris et le noir pour les gravats, la mort et les cendres. On repère cependant des couleurs plus chaudes, notamment le rouge et le marron pour le sang et la boue.
La couleur dominante est le brun, brun de la terre des tranchées, environnement quotidien des poilus. Le rouge est utilisé pour représenter tour à tour le ciel tourmenté sous lequel les soldats partent au fond sur le panneau de gauche. L'amas de viscères ensanglanté du panneau central et le feu du champ de bataille du panneau de droite. J'espère que vous voyez bien parce que je sais pas moi. L'artiste choisit le rouge parce que c'est celle du sang, mais aussi pour sa valeur symbolique. Dans notre culture, le rouge symbolise en effet la violence et parfois la mort, ou parfois la couleur rouge. Les couleurs sont sombres, ternes et sales, comme l'est l'univers guerrier que dépeint Autodix. Une guerre qui se déploie dans la boue et la crasse, qui répand la violence et la mort. Nous allons parler maintenant de la lumière qui est sur cette œuvre. La principale touche de lumière se trouve dans le panneau de droite, dans lequel le peintre éclaire grâce à l'emploi de couleurs claires le personnage du sauveur. Cet éclairage puissant guide notre regard de spectateur vers cette partie importante de l'image, peut-être la plus importante pour l'artiste car elle est la seule à présenter une part d'espérance et de vie. La lumière nous donne quelques indices et l'on peut distinguer une bande de lumière qui traverse ces trois panneaux, partant de la gauche en bas, montant jusqu'à la gauche du panneau central, puis descendant en bas à gauche. On peut également dire de la lumière qu'elle est pâle, elle ne paraît pas naturelle, tout comme le ciel. Rien n'est naturel dans ce tableau. Le peintre nous montre une vision d'apocalypse et de désespoir. On peut également noter un contraste important dans les lignes et les formes du tableau. Alors que celles des panneaux de gauche et de droite sont principalement droites, celles du panneau central sont courbées et enchevêtrées. Il semble que le peintre veuille faire passer par là l'idée du chaos et de la désolation du champ de bataille. Nous allons parler maintenant des personnages qui se trouvent dans cette œuvre. Nous avons un personnage qui se situe dans le panneau de droite, qui est en réalité un autoportrait d'Autodix. On le voit transporter un blessé et c'est pour cette raison que c'est le seul personnage vivant du tableau dont on voit le visage. C'est le seul à avoir son humanité. On peut interpréter que la seule chose d'humaine dans la guerre est la solidarité entre les soldats. Le personnage d'Otto ne porte pas l'uniforme du soldat et regarde le spectateur droit dans les yeux avec un regard presque effrayant. Par là, il montre comment la guerre l'a transformé. Nous avons aussi des personnages dans le panneau de gauche qui représentent les soldats partant au front. On ne peut pas voir leur visage, on ne peut pas savoir combien de soldats sont présents. Ils disparaissent dans la brume. Autodix rend ses soldats anonymes. Il pourrait être n'importe lequel des soldats partis à la guerre. Dans le panneau central, on peut apercevoir des cadavres à peine identifiables, des entrailles répandues dans la boue, et un des cadavres à droite est parsemé de pustules, mort à la main tendue, que l'on imagine dans une souffrance atroce. Embroché au reste de la structure d'un bâtiment, on peut voir un squelette pointant d'un doigt accusateur le corps criblé de balles du cadavre de droite. On ne peut voir qu'un seul survivant portant un masque à gaz et une cape. Il se confond avec le chaos et est lui aussi privé de son humanité. Il n'a pas de visage et semble immobile. Sur le prédel représente un cercueil collectif contenant au moins 3 personnes. On peut noter aussi que le prédel a les mesures d'un vrai cercueil et est fait de bois. Let it go, play my